Module 1. Le syndrome vécu. De la naissance à l'âge adulte, puis nous verrons quelques données biologiques, cliniques, physiologiques. Alors le syndrome de Prader-Willi est tout d'abord une maladie qui est là, qui est bien là, mais la personne n'est pas un syndrome. Aussi, il est très important de tenir ce syndrome à distance, tout au moins d'essayer de le tenir à distance et de s'attacher à la personne. Initialement, c'est une anomalie génétique, puis une histoire singulière, vécue sous le regard des parents, vécue sous le regard des autres, situation vécue en fait par toute personne en situation de handicap, il est vrai. Mais c'est une histoire faite de frustration, d'interdits, dans un climat d'hypersensibilité, d'anxiété permanente, et avec une conscience aiguë d'être différent, d'être dans un monde étranger, difficile à comprendre. De plus, un besoin immédiat et constant d'être aimé, un besoin de cadre stable, plein de repères, et cette anomalie, cette histoire singulière, vont façonner une personnalité complexe, disharmonique, avec des comportements très souvent déroutants. Le syndrome de Prader-Willi est une maladie d'origine génétique rare. On estime sa prévalence à environ 40 naissances par an. Et aujourd'hui, le diagnostic est confirmé en moyenne à 15 jours de vie. Alors, cette maladie est due à une mutation de novo spontanée qui va entraîner un défaut d'expression d'une petite région du chromosome 15 d'origine paternelle. On retrouve le plus souvent une microdélétion, une translocation ou encore une disomie uniparentale maternelle. Cette maladie est multigénique, donc selon l'importance de la mutation qui sera en cause dans cette petite zone de ce chromosome 15, l'expression de la maladie sera très variable. Et c'est pour cela que l'on préfère parler d'une personne avec un syndrome de Prader-Willi plutôt que d'une personne avec le syndrome de Prader-Willi. Cette mutation affecte l'hypothalamus et va donc entraîner des troubles du neurodéveloppement. Il n'y a pas de traitement spécifique du syndrome aujourd'hui, mais depuis de nombreuses années, les enfants, parfois les adultes, ont accès à l'hormone de croissance. Ce traitement, qui sera mis en place très tôt, va permettre d'améliorer la composition corporelle, l'équilibre masse grasse, masse maigre et la croissance de l'enfant, mais ne va jamais dispenser d'un contrôle alimentaire et d'une activité physique régulière qui est réellement indispensable et à instituer dès le plus jeune âge. De la naissance à l'âge adulte, l'histoire de chaque personne est différente. Bien heureusement, la génétique est loin de tout définir et de tout expliquer. Mais quelques signes, symptômes particuliers, spécifiques de ce syndrome sont quand même à connaître. La naissance sera le premier signe d'alerte qui va orienter vers une recherche génétique du syndrome. Accouchement parfois souvent difficile, siège, césarienne. Les familles et les soignants vont se trouver devant un bébé sans mode d'emploi. Ce nouveau-né est comme une poupée de chiffon, mais une vraie poupée de chiffon. Il ne peut tenir sa tête, les bras, les jambes ne gigotent pas. Il présente ce qu'on appelle une hypotonie axiale majeure. De plus, ce bébé ne va pas vers le sein, ne cherche pas à téter. Il n'a aucun réflexe de succion. L'allaitement, le nourrissage sont donc très difficiles, voire impossibles. Il y aura donc une hospitalisation en néonate, la mise en place d'une sonde nasogastrique pendant un temps plus ou moins long, le temps que ce bébé découvre et apprenne, la succion apprenne à téter. Pas de pleurs, pas de mimique. On ne peut fixer son regard, les parents sont démunis. Aucune interaction spontanée. Ce nouveau-né dort. Il est tout le temps endormi, il ne réagit à rien, il n'est pas là. Comment lui parler? Comment le faire réagir? Comment le regarder?
on peut dire que ce syndrome est vraiment une maladie du lien. Il n'y a pas de lien nourricieux, pas de lien d'attachement. Et ces difficultés de début de vie, on peut le comprendre, vont avoir des conséquences très importantes sur la suite. Il est donc nécessaire de mettre en place un accompagnement précoce, pluridisciplinaire, et il va falloir énormément solliciter ce nourrisson fragile et lui faire découvrir, ressentir la vie petit à petit. En fait, c'est un peu comme une seconde mise au monde que vont faire les parents. Alors, passé cette phase initiale qui suit les premiers mois de la naissance, période violente, très violente pour tous, comme je l'ai dit précédemment, finalement, dans la petite enfance, tout se met en place lentement. Le développement psychomoteur est plus ou moins retardé, la communication verbale peut être aussi retardée ou difficile. Dans ce cas, le macathon, le langage des signes peuvent être proposés rapidement et sont souvent bénéfiques. Alors ce petit enfant va se développer, combler petit à petit ses retards, grâce à une prise en charge multidisciplinaire, c'est certain, très régulière. Et soudain, vers l'âge de 2-3 ans, on remarque une prise de poids rapide, puis son intérêt pour la nourriture, intérêt qui va se développer et perdurer. En fait, nous sommes confrontés au passage d'une anorexie, cette anorexie initiale de début de vie, à une hyperphagie. C'est aussi à cet âge que les premières colères imprévisibles, surprenantes, incontrôlables vont apparaître. La préadolescence et l'adolescence sont des périodes très difficiles, comme pour n'importe quelle population de jeunes de cet âge. Ce sont des périodes critiques, des périodes de transition, trop souvent ou très souvent même mal préparées. Et c'est là que l'on va voir apparaître ou s'aggraver les difficultés de comportement. Il faut que ces ados, ces adultes fassent le deuil de la perspective d'une vie autonome qu'on leur a vendue, à laquelle ils ont cru et qui finalement ne se présente pas. De plus, ils ont une très faible estime d'eux, ils ne s'aiment pas. C'est un point sur lequel on reviendra, je pense. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas avorté quand tu m'attendais? Pourquoi je ne suis pas comme ma sœur ou mon frère? Ce sont des questions que toute maman, en particulier, entend un jour de son enfant porteur de ce syndrome. Alors on va voir apparaître les premières crises, les premières colères qui nous désarçonnent et, dans certains cas, des troubles psychiatriques atypiques. Je reviens sur cette adolescence compliquée et très souvent douloureuse. Les déficits hormonaux présents vont entraîner une immaturité sexuelle. Chez les garçons, le timbre de la voix, le système pileux peut développer. Chez les filles, des règles irrégulières ou absentes. Et tout cela va rendre donc difficile la construction d'une image adulte de la personne. Cela va rendre difficile et complexe les relations avec les autres, avec leur père. Ces ados, ces jeunes adultes ont de grandes difficultés à se construire une image valorisante, à nouer des relations avec les autres, à vivre une sexualité comme les autres. Ce vécu est donc source de mal-être et est à l'origine de révoltes, de comportements inadaptés et de troubles majeurs du comportement. La liste de tous les troubles somatiques possibles dans le syndrome de Prader-Willi est assez longue. Heureusement, les personnes avec un syndrome ne vont pas les présenter tous. Ces troubles sont décrits dans le Protocole national de diagnostic et de soins, PNDS, sur le site de la HAS. Et parmi les plus spécifiques que l'on peut voir ici, je ne vais parler rapidement que de la tolérance élevée à la douleur, des troubles de la régulation thermique, des lésions de grattage et de la fatigabilité. Il est vrai que l'on retrouve chez la majorité des personnes un seuil élevé de douleur, ce qui fait que l'on pourra passer
assez facilement à côté d'une fracture, d'entorse ou d'autres traumas, car la personne ne va pas forcément se plaindre, pleurer, crier. Elle ne dira même pas qu'elle a mal. Les troubles de la régulation thermique sont également très présents. Certaines personnes donneront l'impression d'avoir toujours chaud, en t-shirt toute l'année, et d'autres au contraire seront toujours frileuses, très couvertes. Ainsi, un jour où je tentais de faire retirer un sweat à Séverine, ma fille, en plein juillet, elle m'a arrêté me disant « Mais tu ne sais pas encore que je suis isotherme ?» Par contre, ces troubles de régulation thermique font que ces personnes ne vont pas présenter ou très rarement présenter de pics fiévreux suite à une infection, une maladie. Il faut donc être très attentif à leur état général et à leurs plaintes. Les pathologies dermatologiques vont être abordées dans la diapo suivante. Enfin, un point important, leur grande fatigabilité, sans doute liée à une hypotonie résiduelle et ou à un métabolisme basal lent. Alors, de quelle façon allons-nous tolérer, accepter, comprendre ces périodes où ils vont avoir tendance à se retirer, à dire qu'ils sont fatigués? Il va falloir faire la part entre leur besoin de se reposer ou le désir de se retirer car plus rien ne les intéresse ou ne les motive. On comprend qu'un suivi médical régulier est donc indispensable, mais il est vrai qu'un inconfort somatique même faible, présent, qu'ils ne savent pas exprimer, pourra être à l'origine de colère, d'énervement, qu'ils ne contrôleront pas. Alors pour terminer ce module 1, quelques mots sur les lésions de grattage malheureusement assez fréquentes. Ce sont des grattages réactionnels, c'est-à-dire en réponse à un stress, à une anxiété, à de l'ennui. Ils peuvent démarrer la plupart du temps par un bouton de moustique, un petit bobo, et ils sont ensuite auto-entretenus. L'intensité et la fréquence vont varier selon l'état psychologique de la personne. Les zones accessibles comme les bras, les jambes, le visage seront les plus touchées. Comme on l'a vu, ces personnes avec ce syndrome de Prader-Willi ont un seuil de douleur très élevé et de plus il peut y avoir une certaine sensation de plaisir par libération d'endorphines. Ces grattages peuvent être aussi profonds, c'est-à-dire atteindre les muqueuses anales, vaginales et sévères. Ils vont même jusqu'à l'extraction de matière fécale. On constate aussi que les périodes de constipation sont propices à ces grattages de la région anale, donc à surveiller. Attention au risque d'aggravation, au risque de surinfection, d'érysipèle. Alors que faire? Il y a un consensus au niveau mondial. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace pour éviter ces grattages. La seule solution que l'on peut préconiser, c'est qu'il n'y ait pas de surcharge émotionnelle, de rester léger quand on soigne, quand on fait les pansements. En fait, faire comme si vous coupiez les cheveux, les ongles. Attention également aux moments isolés, pendant lesquels la personne peut se gratter plus facilement. Envisager de mettre des protections, des manches, des gants. Changer d'activité, de groupe. Enfin, proposer un traitement médicamenteux s'il y a un état anxieux ou une petite dépression à bas bruit. Pour terminer, après ce bref survol, vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur le site de Prader-Willi France, comme par exemple le guide de pratique partagée, aboutissement d'un travail collectif entre familles, professionnels du monde sanitaire et du monde médico-social, des données médicales regroupées. Tous ces documents sont téléchargeables et les liens sont sur le site. Alors bonne lecture.